Nous recherchons trois choses lorsque nous embauchons des gens. Nous recherchons de l'intelligence, nous recherchons de l'initiative ou l'énergie, et nous recherchons l'intégrité. Et s'ils n'ont pas les deux premières, ils vous tueront. Parce que si vous prenez quelqu'un sans intégrité, vous le voulez paresseux et stupide. Vous ne le voulez pas intelligent et énergique. La réponse est que les investisseurs se comportent de manière très humaine. C'est-à-dire qu'ils sont très excités pendant les marchés boursiers. Ils se regardent dans le rétroviseur et ils se disent « J'ai gagné de l'argent l'année dernière. Je vais gagner plus d'argent cette année. Et cette fois, j'emprunterai pour gagner plus. » Ou que le voisin se dit « Vous savez, je n'étais pas là l'année dernière. Quand ce voisin qui est plus bête que moi a gagné beaucoup d'argent. Donc, moi aussi je vais aller fort cette année pour gagner comme lui. » Il regarde toujours dans le rétroviseur. Et quand il regarde dans le rétroviseur et qu'il voit qu'à la fin, ils n'ont rien gagné, il dit simplement que ce n'est pas un endroit où il faut être. Alors, il ne se soucie plus de ce qui se passe dans l'activité sous-jacente. Et c'est stupéfiant. Alors même qu'un regard sur l'activité sous-jacente peut créer une énorme opportunité. Ben Graham a appris à acheter des choses sur une base quantitative, rechercher des choses qui sont bon marché, et cet enseignement des années 49 a fait grande impression à moi. Après quoi, j'ai donc cherché ce que j'appelle des actions équivalentes à des mégots de cigarettes usés. Et l'approche des mégots de cigarettes usés pour acheter des actions est la suivante. Vous marchez dans la rue, vous cherchez des mégots de cigarettes et vous trouvez une cigarette horrible, détrempée. Il ne reste qu'une bouffée. Mais vous le ramassez et vous obtenez votre seule bouffée dégoûtant. Ensuite, le jetez. Mais c'est gratuit. Je veux dire, c'est pas cher. Et puis, vous cherchez un autre cigare détrempé. Vous savez, une cigarette a une bouffée. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et c'est une grosse erreur, bien qu'on puisse gagner de l'argent en le faisant. Mais pas avec de gros moyens. C'est tellement plus facile d'acheter une merveilleuse entreprise. Alors maintenant, je préfère acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable qu'une entreprise équitable à un prix extraordinaire. J'ai la ferme conviction désuète que je ne peux m'attendre à gagner de l'argent que dans des choses que je comprends. Et quand je dis que je comprends, je ne veux pas dire comprendre ce que je fais, le produit ou quelque chose comme ça. Je veux dire comprendre ce que l'économie de l'entreprise est susceptible de rassembler à 10 ans ou 20 ans à partir de maintenant. Je sais en général à quoi ressemblera l'économie d'eau, par exemple, l'entreprise Chewing-Gum, Wrigley, dans 10 ans. Internet ne va pas changer la façon dont les gens mâchent du chewing-gum, ni le type de chewing-gum qu'ils mâchent. Vous savez, si vous possédez le marché du chewing-gum de manière importante et que vous avez l'entreprise Double Mind, Spearmint et Juicy Fruit, ces marques seront encore là dans 10 ans. Je ne peux pas le dire exactement, mais les chiffres vont ressembler à ceux de Wrigley et je ne vais pas me tromper si j'essaie d'anticiper quelque chose comme ça. L'évaluation de ce genre d'entreprise fait partie de ce que j'appelle mon cercle de compétences. Je comprends ce qu'ils font. Je comprends les aspects économiques. Je comprends les aspects concurrentiels de l'entreprise. Les plus grandes erreurs que nous ayons commises jusqu'à présent sont les erreurs d'omission et non de commission. Je veux dire, ce sont les choses que je savais assez pour faire. Elles étaient dans mon cercle de compétences, mais je restais là à sucer mon pouce sans rien faire. Et ce sont celles qui font mal parce que ces opportunités n'apparaissent nulle part. J'ai probablement coûté à Berkshire au moins 5 milliards de dollars. Par exemple, en me léchant les bottes, il y a 20 ans ou presque, Fannie Mae avait quelques problèmes et nous pouvions acquérir la société entière pour pratiquement rien. Je ne m'inquiète pas de ça, si c'est Microsoft, parce que je ne le connais pas. Microsoft n'est pas dans mon cercle de compétences. C'est pourquoi je n'ai aucune raison de penser que j'ai le droit de faire de l'argent avec Microsoft ou avec des fèves de cacao ou autre. Mais j'en savais assez pour comprendre Fannie Mae. Mais j'ai tout gâché. Et cela n'apparaît jamais dans la comptabilité conventionnelle. Mais je connais le coût de tout ça. Je sais que je l'ai laissé passer, cette opportunité. Et ce sont les grosses erreurs. J'en ai beaucoup de ces erreurs. Et à moins que je vous en parle dans le rapport annuel, et je résiste à la tentation parfois, à moins que je vous parle de ces erreurs dans le rapport annuel, vous ne le saurez pas. Car
elles n'apparaissent pas dans la comptabilité classique. Mais l'omission est bien plus importante que la commission. Il y a de grandes opportunités dans la vie qui doivent être saisies. Nous ne faisons pas beaucoup de choses, mais quand nous avons la chance de faire quelque chose de bien et de grand, nous devons le faire. Et même le faire à petite échelle est une erreur presque aussi grande que de ne pas le faire du tout. Je veux dire, vous devez vraiment saisir quand elles viennent, et parce qu'il ne va pas y avoir 500 grandes opportunités en ce qui concerne nos entreprises en propriété exclusive, nous n'allons pas les vendre, peu importe combien quelqu'un offre. Je veux dire, si quelqu'un vous offre 3 fois ce que vaut quelque chose, par exemple, si Candy ou le Buffalo News ou encore Boardsem, peu importe ce que ça peut être, nous n'allons pas le vendre. J'ai peut-être tort d'avoir cette approche, mais je sais que je n'ai pas tort si je possède 100% de Berkshire parce que c'est la façon dont je vais vivre ma vie. J'ai tout l'argent dont je pourrais avoir besoin. Vous savez, cela revient juste à changer l'histoire du journal sur la notice nécrologique. Et la quantité d'argent dont dispose la fondation est à rompre les relations avec les gens que j'apprécie et ceux qui nous rejoignent parce qu'ils pensent que c'est une maison permanente. Faire cela simplement parce que quelqu'un me tend un gros chèque reviendrait à vendre l'un de mes enfants à cause du gros chèque. Je ne le ferai donc pas. Et je veux dire à mes partenaires que je ne le ferai pas ou qu'ils ne soient pas déçus par moi. De plus en plus, avec certaines actions, nous avons cette approche. Maintenant, si nous étions chroniquement à court de fonds et que toutes sortes d'opportunités se présentaient, nous pourrions avoir une approche quelque peu différente. Mais notre tendance est de ne pas vendre les choses, à moins que nous soyons vraiment découragés, peut-être par le management ou que les pensions, que les caractéristiques économiques de l'entreprise ont changé de manière importante. Et ça arrive. Mais nous n'allons pas vendre simplement parce que ça semble trop élevé. Selon toute vraisemblance, je veux dire que vous ne pouvez pas faire ça à 100%. Bonjour, Monsieur Buffet. J'ai 2 petites questions. La première est comment trouvez-vous la valeur intrinsèque d'une entreprise? Eh bien, la valeur intrinsèque est le nombre que, si vous connaissiez tout l'avenir et pouviez prédire tout l'argent qu'une entreprise vous apporterait entre maintenant et le jour du jugement actualisé, un taux d'actualisation approprié, ce nombre est ce qu'est la valeur intrinsèque de l'entreprise. En d'autres termes, une seule raison de faire un investissement, de dépenser de l'argent maintenant et d'obtenir plus d'argent plus tard, n'est-ce pas? C'est le but de l'investissement. Maintenant, quand vous regardez les actions, quand vous regardez les obligations du gouvernement des États-Unis, il est très facile de voir ce que vous allez récupérer. C'est écrit sur l'obligation. L'obligation indique quand vous recevrez les intérêts. Il est donc très facile de déterminer la valeur d'une obligation. Elle peut changer demain si les taux d'intérêt changent, mais les flux financiers sont imprimés sur l'obligation. Les flux de trésorerie ne sont pas imprimés sur un certificat d'action. C'est le travail de l'analyse d'imprimer, de changer ce certificat d'action, qui représente un intérêt dans l'entreprise, et de le changer en est une obligation. Et dire qu'est-ce que je pense qu'il va payer dans le futur quand nous achetons. Vous savez, une nouvelle machine pour chum, par exemple pour faire des tapis, c'est ce à quoi nous pensons évidemment, et vous apprenez ça en école de commerce. Mais c'est la même chose pour une grande entreprise. Si vous achetez Coca-Cola aujourd'hui, l'entreprise se vend pour environ 110 à 115 milliards de dollars sur le marché. La question est, si vous aviez 110 ou 115 milliards, vous ne m'écouteriez pas, mais c'est moi qui vous écouterai à votre place. Mais la question est de savoir si vous les dépenseriez aujourd'hui pour obtenir ce que la société Coca-Cola va vous offrir au cours des 2 ou 3 prochaines années. Le taux d'actualisation ne fait pas une grande différence à mesure que l'on s'éloigne. Mais la question est de savoir combien d'argent ils vont vous donner. Ce n'est pas une question de savoir combien d'analystes vont le recommander, ou quel est le volume de l'action, ou à quoi ressemble le graphique. Je pense que c'est une question de combien d'argent ils vont vous donner. C'est votre seule raison. C'est vrai si vous achetez une ferme, c'est vrai si vous achetez une maison, des appartements, le pétrole dans le sol, n'importe quel actif financier. Vous dépensez de l'argent maintenant pour en récupérer plus tard. Et la question est de savoir combien vous allez obtenir, quand vous allez l'obtenir, et à quel point vous êtes sûr. Et lorsque je calcule la valeur intrinsèque d'une entreprise, lorsque nous voulons acheter des entreprises ou un petit morceau d'une entreprise, je pense toujours que nous finissons par acheter l'ensemble de l'entreprise parce que c'est mon approche. Je la regarde et je me demande ce qui va sortir de cette entreprise et quand.
Et ce que vous aimez vraiment, c'est de pouvoir utiliser l'argent qu'ils gagnent et d'en tirer des rendements plus élevés au fur et à mesure. Je veux dire que Berkshire n'a jamais rien distribué à des actionnaires, mais sa capacité à distribuer augmente à mesure que la valeur des entreprises que nous possédons augmente. Nous pouvons la composer en interne, mais la vraie question est la suivante. Berkshire se vend pour environ 105 milliards aujourd'hui. Que pouvons-nous distribuer à partir de cette centaine? Si vous achetez l'ensemble de la société pour 105 milliards maintenant, pouvons-nous distribuer suffisamment de liquidités assez tôt pour qu'il soit raisonnable au taux d'intérêt actuel d'investir ces liquidités maintenant? Et c'est à cela que ça se résume à la fin. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous ne pouvez pas acheter l'action. Vous pouvez jouer sur l'action, si vous le voulez. Vos voisins peuvent l'acheter. Mais si vous ne pouvez pas répondre à cette question, et je ne peux pas répondre à cette question pour les sociétés Internet par exemple, il y a beaucoup de sociétés de toutes sortes de sociétés auxquelles je ne peux pas répondre, mais je reste loin de celle-ci.